Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Luc-Étienne Rouillard-Lafont. Je suis rédacteur en chef print chez Businessimo. J'ai la chance d'être l'animateur de cette conférence intitulée La régénération urbaine, un enjeu pour l'Île-de-France, un savoir-faire pour l'industrie immobilière. D'abord, merci à tous et toutes d'être avec nous aujourd'hui. On a la chance, tous ensemble, de pouvoir profiter d'un panel aussi riche que varié. Je commence peut-être par vous les présenter dans l'ordre. Cédric Delestrange, qui est président d'Axe Immobilier, Xavier Lépine, Joachim Dupont, excusez-moi, qui est président cofondateur d'Anaxago Capital, Édouard Bettencourt, qui est architecte et cofondateur de l'agence Studio Bellem, Olivier Pagési, qui est directeur général de la SEM Île-de-France Investissement et Territoire, et Xavier Lépine, cette fois-ci c'est vrai, président de Paris Île-de-France Capitale économique, entre autres titres, hein, Xavier. Et donc, aujourd'hui, on est ici pour parler de régénération urbaine en Île-de-France. Peut-être pour poser le sujet, avant de donner la parole à nos panélistes, c'est peut-être important de se rappeler que depuis la Deuxième Guerre mondiale, la population en Île-de-France a doublé. Et donc, c'est construit. Il y a une fabrique de la ville qui a construit des villes nouvelles, qui a parfois de manière un peu anarchique, souvent avec sous l'impulsion de l'État, avec différentes politiques, différents niveaux de collectivité, et puis un jeu institutionnel, on va se le dire, hein, parfois un peu complexe, à mener la ville francilienne jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est quoi la ville francilienne aujourd'hui? C'est un secteur qui est appelé, qu'on appelle de nos voeux à tout le moins, plus de sobriété foncière, plus de sobriété écologique, avec plusieurs impératifs au niveau du transport, de l'efficacité des transports, du soutien aux activités économiques, au développement du logement, hein, qui est, je crois qu'on peut parler d'une crise du logement qui dure depuis des décennies. Bref, beaucoup d'enjeux qui se présentent aux acteurs de la fabrique de la ville dans un contexte, comme je disais tout à l'heure, de sobriété où l'étalement n'est plus possible. Et donc, bref, c'est un peu tout ça qu'on veut discuter avec vous aujourd'hui. Pour lancer la discussion, je me tourne peut-être vers Olivier Pagési. Donc, vous avez occupé au cours de votre carrière en plusieurs postes en lien avec le développement territorial, avec le développement économique. Je cite notamment inspecteur général des finances, directeur de cabinet sous Valérie Pécresse. Maintenant, vous êtes directeur général de la SEM Île-de-France Investissement et Territoire. Pour lancer la discussion, j'ai envie de vous demander quelle lecture faites-vous justement aujourd'hui du schéma directeur de la région Île-de-France puis de sa politique territoriale? Merci, bonjour à tous. Moi, je voulais d'abord saluer le travail qui a été fait avec le SDRIF. Le SDRIF, c'est 2 ans de concertation, 2022-2024. Il a été voté en septembre, donc c'est tout récent. Et c'est le document de référence maintenant pour la planification stratégique des territoires. C'est un document qui va s'imposer à tous les documents d'urbanisme. Ça fait longtemps qu'on attendait cette mise à jour. Et ce document, aujourd'hui, il a réussi quelque chose d'assez incroyable, puisqu'il a non seulement confirmé les 70 000 logements pour l'Île-de-France, mais il a également sanctuarisé 28 000 hectares de foncier économique, dont la moitié pour des projets industriels. Donc à l'heure du ZAN, on se demande comment on a réussi ce tour de force. Eh bien, c'est le résultat de beaucoup de travail, beaucoup de partenaires qui ont essayé de concilier des choses qui sont de plus en plus difficiles à concilier. Et le résultat est là. Aujourd'hui, on a un schéma directeur qui donne des lignes directrices et qui va permettre de concilier développement économique et sobriété foncière. D'accord, merci. Xavier, je me tourne vers vous. Est-ce que, d'après vous, le cadre institutionnel actuel est propice à la collaboration à grande échelle et à la rapidité nécessaire, rapidité nécessaire de décision et de mise en œuvre, justement? Bon, c'est une question assez complexe. J'aime bien les questions complexes. C'est pour ça que je l'ai gardé pour toi. Voilà. Luc-Étienne, tu faisais référence tout à l'heure au doublement de la population en région parisienne,
appelait région parisienne, j'aime bien parce que vu mon âge, on peut se permettre d'avoir ce type de litote. Alors l'espace de 60 ans, enfin on va dire 80 ans. Il faut voir dans quel contexte ça s'est fait. Ça s'est fait dans un contexte d'après-guerre où avant cette période de doublement de la population, on avait une stagnation pendant 100 ans. Donc, vous passez d'une situation de stagnation totale pendant 100 ans, il faut imaginer ce que ça signifie. D'un seul coup, on a 800 000 naissances par jour en France, et la vie est ainsi faite que ça s'est en plus concentré plutôt sur l'Île-de-France. Il faut quand même rappeler qu'en 1900, il y avait 3 millions de gens dans Paris et 100 000 en banlieue. On avait déjà 5 millions en banlieue en 1960, et toujours 3 millions dans Paris intramuros. Et puis maintenant, aujourd'hui, il n'y en a plus qu'à peu près 2 millions. Ça dépend comment on compte ceux qui n'arrivent pas à se loger, et 10 millions autour. Est-ce qu'on a changé la gouvernance de Paris pour dire on fait un grand Paris qui reflète tout ça? Pas vraiment. Pas vraiment. Il y a peut-être une époque quand... Comment il s'appelait, Valls était Premier ministre, la région était tenue par Jean-Paul Huchon, etc. On aurait pu envisager qu'ils se mettent d'accord, ça ne s'est pas fait. Donc on en paye peut-être les conséquences, j'en sais rien, mais c'est une question assez essentielle, parce que finalement, qu'est-ce que c'est que la ville? Qu'est-ce que c'est que la ville? C'était une décision intellectuelle de faire évoluer la notion de ville. Et en fait, ça fait référence à la charte d'Athènes. Excusez-moi, je ne suis pas historien, mais forcément, je m'interroge là-dessus. La charte d'Athènes, c'est 1933. C'est Le Corbusier qui convainc à peu près le monde entier que la ville moderne doit être une ville de zonage. Donc, on va faire des zones pour travailler. À l'époque, c'était des usines. Des zones pour commercer, c'était les entrées de ville. Et des zones pour dormir, c'est là où les gens habitent. Et puis, on a conclu toute notre organisation administrative, pas forcément au niveau... Je veux dire, quand je dis tout, c'est y compris fiscal, hein, c'est tout, a été conçu finalement sur ce concept-là. Et pour caricaturer, la Défense. On a dit, il y a cet endroit-là, vous allez habiter à l'est de Paris et vous allez travailler à l'ouest. Métro, boulot, dodo, etc. Donc, et on a conçu cela. Et en plus, on l'a fait dans des périodes très difficiles. Très difficiles parce que la reconstruction d'après-guerre, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Je veux dire, on avait pu... les matières premières, c'était pas ça. Les gens, c'était pas ça. L'éducation, c'était pas... Enfin, on ne savait pas très bien construire, etc. Et donc, vous apercevez que tous les immeubles qu'on avait construits finalement avant-guerre, on est toujours très content de les avoir. Et beaucoup qu'on a construits après-guerre, c'est pas extraordinaire. C'est le moins qu'on puisse dire. L'urgence, la priorité n'a jamais été l'essentiel. L'urgence a toujours dominé la priorité. Et on arrive maintenant, quelques décennies plus tard, avec une situation très complexe, objectivement très complexe, où d'un côté, vous avez des barres d'immeubles. Entre les barres d'immeubles, vous avez des parkings ou des zones compliquées. Vous avez des trucs qui ne correspondent pas. Là, on a un peu le cumul, excusez-moi, mais on a un peu le cumul des emmerdes. Parce qu'on a d'un côté un vrai problème environnemental, tu faisais référence aux ânes, mais avant tout, on a un vrai problème démographique. Il ne faut pas se voiler la face. Le problème de la France est un problème démographique. Point barre. Quand on a construit ça dans les années 50, notre pyramide d'âge, elle était comme ça, avec le trou de la guerre de 14 et pratiquement personne qui avait plus de 65 ans. Je vous rappelle qu'en 70, on décédait à 72 ans en moyenne et que la retraite était à 67. Donc le déficit de la sécurité sociale ne pouvait pas exister, il n'y avait pas de vieux. Et pareil pour la retraite. Et pareil pour l'habitat. Donc on a basculé d'un modèle dans les années 80 d'économie industrielle vers une économie tertiaire. C'est là où le marché des bureaux s'est développé. Il n'y avait pas de bureau avant. Ce n'était pas un marché, le bureau. Enfin, excusez-moi, mais pour les plus anciens d'entre nous, les bureaux, ça n'existait pas. Ce n'était pas une classe d'actifs. C'était l'endroit où les entreprises mettaient des gens, point barre. Et donc, on a développé tout ça.
On est arrivé à des absurdités quand même, excusez-moi, mais est-ce que vous avez regardé la différence de prix entre un immeuble de 1 mètre carré de bureau et 1 mètre carré de logement dans les zones tendues? Est-ce que vous avez regardé cette différence de prix dans les autres pays européens? Nous, c'est du simple au double. Dans tous les autres pays, c'est plus ou moins 20%. Et le mètre carré, il rend le même service. C'est exactement le même. Et si vous avez en plus 1 mètre carré de bureau qui n'a pas un bail 369, on va vous le louer 2 fois le prix que si c'était celui d'un bail de 369, qui est lui-même 3 fois le prix d'un bail résidentiel. Mais on marche sur la tête. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait comme société? Qu'est-ce qu'on est en train de créer? Qu'est-ce qu'on continue de créer? Et donc, cette interrogation-là, bien sûr, alors le loyer est plus intéressant. Ah. C'est pas très grave, on va construire le mauvais objet au mauvais endroit et on se retrouve avec 5 millions de mètres carrés vides en région parisienne qui est en train de devenir 8 millions. Et en plus, on en rajoute 2 millions en cours de construction. Mais on n'a pas de logement. Parce qu'on s'en fout, ça ne rapporte pas. Mais c'est quand même assez stupéfiant de voir que notre MIPIM préféré, pour la première fois dans son histoire, il y a eu une demi-journée qui a été consacrée au logement. Ça s'appelait Housing Matters. Une demi-journée, la veille de l'ouverture de MIPIM, 500 personnes, dont 400 étrangers. Continuons, faisons pareil, ne nous interrogeons pas. Ce n'est pas un problème, on va bien trouver une solution. Est-ce que vous pensez vraiment que cette solution... Donc la régénération, elle est triplement nécessaire. Les immeubles ont vieilli, ils vont plus être habitables, que ce soit du bureau ou du logement. Donc on a le problème de ça. On a le problème du réchauffement. En plus, ça vient s'ajouter. Et on a le problème de la démographie, avec du télétravail. Et avec une pyramide d'âge qui est comme ça dans 10 ans, comme ça. Vous aurez plus de gens qui ne travaillent pas entre ceux qui sont jeunes et ceux qui sont vieux que de gens qui travaillent. Mais on peut continuer à faire du bureau. Hein. L'IA va très bien nous programmer tout ça. Justement, Xavier, ça pose justement la question avec laquelle on peut penser différemment la fabrique de la ville. Merci. Je me permets peut-être de me tourner vers Joachim en tant qu'investisseur chez Anaxago Capital. On est dans un contexte, je le disais tout à l'heure, de rareté foncière, de ZAN. On attend manifestement beaucoup d'efforts des investisseurs immobiliers pour qu'ils accélèrent dans la régénération urbaine, dans la requalification d'actifs, dans la transition environnementale. Bref, quelle lecture est-ce que vous faites de ces différents impératifs? Pour rebondir, j'ai entendu 2 choses assez différentes et une qui pourrait se questionner. Et la deuxième, c'est qu'on vient, parce que vous avez dit, Olivier, on vient de valider le plan, le SDRIF. Alors, il y a un sujet générationnel, mais moi, ça m'inquiète au plus haut point de se dire, avec tout ce qu'on sait, on vient aujourd'hui de valider ce plan-là. On a des objectifs de neutralité carbone en 2050, qui sont validés depuis longtemps, 2030, et on est allé par la contrainte transformer le modèle immobilier. Alors nous, on s'insère assez fortement dans cette mobilisation-là. On pense que c'est aux investisseurs de transformer le parc immobilier. C'est indolore pour tous les Français. Vous arrêtez de manger de la viande, c'est pénible. Vous prenez une voiture électrique, c'est pénible. Changer l'immobilier et le décarboner, ça ne change rien à notre vie. Mais par contre, il faut le faire. Donc on pense que d'un point de vue environnemental, il faut y aller de toute façon. Par contre, les injonctions contradictoires, là, ça devient plus compliqué. De dire qu'il faut y aller, mais finalement à Paris, il faut y aller, mais on pastille. Donc on va acheter 25 000 euros, 20 000 euros du bureau, mais finalement il est pastillé pour en faire du logement social. Mais il faut faire 4 000 euros de travaux au mètre carré pour le décarboner. On a plein de petites choses comme ça sur le logement que tu évoques, qu'on partage totalement. Il n'y a plus d'investisseurs. C'était 5, 7 milliards, 8 milliards. On est passé à 2 milliards sur les 9 premiers mois. Et tout le monde nous explique que finalement les obligations sont des placements bien plus intéressants et on n'achète que du neuf. Alors qu'on sait que le modèle de promotion classique est a priori, on sait depuis à peu près 10 ans, qui va dans le mur. Mais, donc, on est en face de toutes ces injonctions un peu contradictoires, de se dire il faut des investisseurs, il faut des investisseurs au temps long. On a perdu pour nous une décennie de taux bas qui aurait dû être fléchée vers la rénovation des actifs. On a continué à construire du logement neuf, donc c'est très bien, mais c'est 3 000, 400 000, 500 000 logements par an.
les années fastes, je crois qu'on ne les a jamais atteintes, et on a laissé totalement de côté l'immobilier ancien. On commence à y arriver, mais il n'y a plus d'argent. J'ai entendu tout à l'heure les banquiers se dire qu'ils étaient là pour soutenir la profession. C'est moins 50% de crédit. Et a priori, de ce qu'on se dit, c'est plutôt 70% vers le refinancement des anciennes lignes. Donc, on se demande un petit peu comment on va réussir à transformer cet immobilier, sachant qu'il y a énormément d'argent nécessaire. Le coût de la rénovation, Cédric en parlera, a explosé. On parle de 2 000, 3 000, 4 000 euros. On peut peut-être se le permettre un peu à Paris, un petit peu moins en région. Et donc, malgré toute la bonne volonté du monde, il y a besoin d'énormément de fonds propres, énormément de capitaux, dans un moment où les opérateurs n'ont plus de fonds propres, les banques ne prêtent plus. Donc nous, on est très volontaires dans cette logique-là. Par contre, un peu contraint. On a fait le test, c'est un permis de construire à Paris. S'il prend 18 mois de retard, c'est 70% de la marge, à un taux de 6% en ce moment qu'on constate. C'est 70% de la marge de l'opérateur qui est parti en fumée. Donc, entre la volonté politique de dire il faut restructurer du bâtiment, alors c'est à Paris, a priori, il n'y a pas cette volonté politique. En région, un petit peu plus, mais on parle de taxes foncières. Donc, on a du mal à trouver un alignement. Donc, si la région donne le là, c'est un bon point. Mais je trouve que ça arrive très tardivement et qu'il n'y a pas encore un grand alignement de tout l'écosystème qui est nécessaire. Donc, on est un petit peu contraint en ce moment. Merci. Justement, Cédric Delétrange, vous êtes président de Axe Immobilier. Plusieurs constats sont faits par nos panélistes. Vous, en tant que promoteur, en tant qu'acteur de la régénération urbaine, comment est-ce que vous abordez les défis qui sont présentés aujourd'hui? Difficilement. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit Xavier et Joachim, parce que en réalité, nos prédécesseurs, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, quand ils développaient, quand ils construisaient l'Île-de-France, je ne dis pas qu'ils nous ont laissé un beau sac d'embrouille, mais enfin, aujourd'hui, on doit à la fois continuer à développer parce qu'il y a le problème démographique, comme le dit Xavier, parce qu'on doit décarboner, parce qu'on doit adapter l'outil de travail des entreprises à leurs objectifs de productivité, d'adaptation au télétravail, etc., tout ce qui n'existait pas avant, qui veut dire un parc plus petit mais totalement retransformé. Alors ça tombe bien, c'est notre savoir-faire. Et en même temps, il faut corriger les erreurs que citait Xavier tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement des zones commerciales où aujourd'hui il n'y a plus de clients, 5 millions de mètres carrés de bureaux obsolètes, enfin vides, et en réalité l'obsolescence est plus importante. Donc on sait que sur les 55 millions de mètres carrés, il y en a à peu près 10 millions qui devront disparaître et être transformés en autre chose, et on a beaucoup d'obstacles pour les transformer. Des bâtiments historiques, patrimoniaux qui pendant des années n'ont pas été mis en valeur, n'ont pas été sauvés, aujourd'hui il faut le faire. On vous montrera un exemple qu'on fait justement avec Anaxago en ce moment. Donc on doit faire tout ça en même temps, dans un contexte où, si je compare avec nos grands prédécesseurs des années 50-60, eux ils avaient un dispositif administratif et public qui était assez unifié. C'est pas par espèce de nostalgie jacobine, mais enfin, grosso modo, la phase administrative dans les années 50, c'était 2 fois plus rapide qu'aujourd'hui. La phase de construction était aussi plus rapide qu'aujourd'hui. Alors, ils construisaient un peu de la merde, mais bon, voilà. Et aujourd'hui, il faut corriger ça. Mais enfin, tout de même, il y avait une vraie unité. Et c'est bien de ce point de vue-là que le SDRIF s'impose aux autres documents, parce que la conséquence de la décentralisation en Ile-de-France, c'est quand même un enchevêtrement de compétences, un enchevêtrement d'objectifs qui peuvent être très contradictoires. On le voit bien avec des PLU, des PLUI qui aujourd'hui sont modifiés dans un sens hyper malthusien alors qu'on a besoin d'augmenter la capacité de construire des logements, ou de vouloir conserver à tout prix du bureau dans des zones où il ne devrait plus y en avoir parce qu'il n'y a plus de marché. Bon, tout ça est incohérent et donc c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de régénérer la ville que ça l'était finalement de juste accompagner la croissance. Dans les années 60, 70, 80, on avait besoin de plus de logements, et ben on en construisait. On avait besoin de plus de bureaux, on en faisait. On consommait des terres agricoles, des espaces naturels, agricoles, forestiers, ça dérangeait personne. Bon, voilà. Aujourd'hui, il faut arriver à accompagner tous ces besoins dans un contexte où ça coûte beaucoup plus cher, où il faut être beaucoup plus sobre d'un point de vue écologique, où il faut sauver le patrimoine, où il faut préserver la nature, et où il faut faire tout ça, qui coûte beaucoup plus cher, Joachim a raison, et dans un contexte où le coût du capital a explosé. Bon. Donc une fois que j'ai dit tout ça, on pourrait se dire qu'on laisse tomber. Non, on ne laisse pas tomber parce que d'une part, c'est indispensable pour faire évoluer ce parc immobilier général, que ce soit pour répondre aux besoins des entreprises ou pour répondre aux besoins des ménages. Et d'autre part, parce que, et c'est un peu
L'idée de la constitution de ce panel est de faire ce lien entre le macro, l'enjeu de l'Île-de-France, le SDRIF, et le micro, les compétences. Les compétences de l'industrie immobilière existent chez les investisseurs, chez les architectes, chez les promoteurs. On sait faire ça, on sait le faire à échelle petite, moyenne. Quand je prends l'exemple d'Axe Immobilier, qui est d'abord un redéveloppeur plus qu'un développeur depuis 31 ans, on sait faire aussi bien transformer une friche industrielle et commerciale polluée avec un ancien point P qui se transforme en un écoquartier avec des centaines de logements remarquables pour ses habitants à Massy, ou on pourrait faire demain avec des friches industrielles comme celles sur lesquelles travaille Olivier pour faire demain, pour accueillir des entreprises, parce que c'est aussi important de continuer à accueillir des activités économiques. Et en même temps, on sait aussi faire de l'orfèvrerie dans des immeubles historiques, dans des immeubles parisiens, comme on en a fait 70 000 m² depuis 30 ans, parce qu'on en a plusieurs en cours en ce moment, parce que justement, on sait que ceux-là, il faut préserver le bâti, il faut préserver leur histoire, il faut les mettre en valeur, ils répondent à un besoin, et c'est la vraie offre dont on a besoin. Donc il faut d'un côté préserver, sauver, d'un autre côté reconvertir, le tout en étant plus écologique et en trouvant quelque part les capitaux qu'on n'a pas, mais qui sont indispensables parce qu'il en faut de plus en plus. D'accord. Vaste chantier. Vous parlez, Cédric, de compétences. Je me tourne justement vers Édouard Bettencourt. Vous êtes architecte au studio Belen. J'ai envie de vous demander comment les développeurs, comment ceux qui fabriquent cette fameuse ville de demain peuvent-ils, doivent-ils travailler dans une ville qui se reconstruit sur elle-même et donc évidemment en réseau? D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. On est ravis de donner notre avis un petit peu en tant qu'architecte sur ces très belles questions et questions assez urgentes finalement. Alors, très rapidement pour la petite histoire, donc je suis un jeune architecte. On a tout juste 3 ans d'existence, donc on est né dans cette temporalité qu'est la nôtre aujourd'hui, assez complexe avec tous les sujets qui ont été évoqués, et notamment effectivement le besoin indispensable de reconstruire la vie sur elle-même. Chose d'ailleurs, en parenthèse, qui est l'histoire même de Paris. C'est-à-dire que Paris a toujours été construit par strates les unes sur les autres. Donc c'est finalement pas un exercice qui est nouveau, c'est un exercice qu'on doit retrouver, mais qui date de toujours en réalité. Il suffit de se balader dans les rues de Paris pour remarquer tout simplement les strates historiques qui s'empilent les unes sur les autres, à la verticale comme à l'horizontale. C'est quelque chose qu'on peut tous percevoir par nous-mêmes. Donc c'est plutôt, l'idée c'est de retrouver cette pratique de la valorisation urbaine en se posant les bonnes questions. Alors tout d'abord, les questions que nous, architectes, on se pose, c'est quelle méthode finalement, quelle méthode presque générique on devrait mettre en place pour trouver la bonne astuce, la bonne intégration du projet contemporain dans son environnement. Et c'est quelque chose qu'on a mis en place assez récemment à l'agence. Donc cette méthode, je pense qu'elle peut se décliner dans plein de volets et de réflexions différentes, mais selon nous, elle se base sur 3 points assez importants. Tout d'abord, c'est le scan précis de l'histoire du bâtiment. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire demander à nos maîtres d'ouvrage de commander des études historiques dirigées par des architectes du patrimoine notamment, qui nous permettent en fait de comprendre l'histoire du bâtiment depuis ses origines, quelles sont les périodes de restructuration et les campagnes de transformation que le bâtiment a connues au fil de ces dernières années, quels sont les programmes que le bâtiment a en fait accueillis aussi à travers ces siècles, et donc en vraiment comprendre en analysant spécifiquement tous ces documents. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de faire un état des lieux du bâtiment, un état des lieux technique, si je puis dire, sur sa structure. Est-elle viable? Y a-t-il du plomb, de l'amiante dans le bâtiment? Et donc faire en sorte de savoir, lorsque l'on travaille sur le tissu existant, quelles sont les parties qui peuvent être conservées et celles qui ne peuvent malheureusement pas l'être. Et le troisième volet qui est très important et qui fait partie directement de l'équation en fait, d'un projet qui fonctionne selon nous, c'est de bien veiller à ce que le programme qui nous est commandé de dessiner dans le bâtiment, finalement, puisse être accueilli par ce bâtiment. Et la programmation, je vais en parler après, je suppose, c'est que on n'est plus aujourd'hui à avoir un brief, un programme clair donné par un maître d'ouvrage qui ne se soucierait pas en fait de l'existant. L'existant est là, on doit savoir qu'est-ce qu'on peut y mettre, quels sont les espaces disponibles, les volumes capables de tel ou tel bâtiment pour savoir
voilà, loger le bon programme. En général, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez étonnant et qui nous fait, nous, architectes, très plaisir, c'est que, en fait, on se rend compte que, sachant que le programme n'est plus déterminé à l'avance, on se retrouve, nous, architectes, partie prenante dans les discussions de ce qu'on va pouvoir loger dans ces bâtiments. Et donc, le Réinventer Paris est un bel exemple de ce type de réflexion autour de la table, où finalement, maître d'œuvre, maître d'ouvrage réfléchissent ensemble, parce que chacun a ses expertises spécifiques, et ensemble, on peut imaginer le bon programme pour cette adresse, ce bâtiment. Et donc, en conclusion, toutes ces études préalables nous permettent de mettre en place une stratégie d'intervention, d'ailleurs on essaie de résumer assez simplement via des petits diagrammes. On fait assez simplement qu'est-ce qui doit être ou peut être démoli, qu'est-ce que le bâtiment va ensuite, après démolition, voir en fait encore debout sur sa parcelle. Ensuite, comment on vient intelligemment insérer un morceau d'architecture contemporaine, parce que le but c'est évidemment de dessiner des projets contemporains, et donc avec ce morceau, je dirais, ajouté sur le bâtiment, faire en sorte que l'existant soit préservé, son histoire soit révélée, et que l'écriture contemporaine soit évidemment mise en place. Voilà. D'accord, merci. Peut-être le bon moment. C'est une magnifique transition. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'on voulait en profiter pour vous montrer les premières images d'une opération de régénération micro. Enfin, micro, ça fait 3200 mètres carrés. Mais qui reprend cette logique que décrivait Édouard à l'instant. Qu'est-ce qu'on garde, comment on sublime ce qu'il y a, comment on donne une touche contemporaine, surtout comment on répond à un besoin, parce que le véritable enjeu aujourd'hui, c'est de faire du développement immobilier qui correspond à une programmation où il y a un vrai marché derrière. C'est un des problèmes, je trouve, aujourd'hui, quand on veut nous orienter vers des fausses solutions ou dans des concours où on met des trucs qui ne tournent pas, pour dire les choses clairement. Et donc, c'est un travail qu'on a fait à risque avec nos associés d'Anaxago Capital pour une opération dont le CIMI aujourd'hui marque le lancement de la commercialisation. Et donc, je vous propose de consacrer 2 minutes à le regarder, et normalement, vous allez tout comprendre avec les images.
peut applaudir en effet à la fois l'équipe de maîtrise d'ouvrage, il y en a plusieurs dans la salle, c'est pour ça que je le dis, de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre, de décoration, de communication. Et c'était de la régénération au sens où c'était aussi du sauvetage. C'est-à-dire que moi je suis un amoureux du patrimoine, Kim aussi. Quand on visitait l'immeuble, on se disait, ils sont tellement... Les immeubles, parce qu'en fait, comme vous l'avez compris, il y a un hôtel particulier haussmannien et un bâtiment art déco extraordinaire que personne ne connaît parce qu'il est caché. On disait, on ne peut pas le laisser dans cet état-là. Donc c'est pour ça aussi que ça coûte 4 000 € du mètre. Mais donc il faudra quand même un peu un loyer, Xavier. Je suis désolé, sinon ça ne tourne pas. Voilà. Mais qu'on a tenu à le faire et qu'on a essuyé toutes les difficultés, tous les risques. Et voilà, les travaux commencent. On a hâte d'aller voir ça. Je me tourne peut-être pour continuer la discussion vers Olivier Pagési. Le Grand Paris, portait des promesses de nouvelles polarités. Le Grand Paris Express devait amener une nouvelle façon de se déplacer en Île-de-France et donc créer des nouveaux pôles, évidemment d'habitation, d'activité économique. Le prolongement de la ligne 14 vient de se terminer. La ligne 15 Sud, si les promesses sont tenues, devrait arriver au courant de l'année prochaine. J'ai envie de vous demander, selon vous, est-ce que les promesses de multipolarité du Grand Paris ont été tenues aujourd'hui? Alors oui, quand on voit la ligne 14 et le développement de Saint-Ouen, il se trouve que moi je travaille à Saint-Ouen et je travaille au pied de la ligne 14. Donc je vois bien l'impact que peut avoir une nouvelle ligne de métro avec une station et tout un quartier de ville qui est en train de muter très rapidement. Donc on peut se dire que dans les futures gares du Grand Paris, il va y avoir énormément de transformations. Après, il y a quand même un certain nombre de risques que je voudrais évoquer. Alors, ce n'est pas pour casser l'ambiance, mais ce qu'on voit, c'est, bon, d'abord, il y a un peu de retard, donc les gares vont finir par arriver, mais elles se font un petit peu attendre. Mais dans les risques, nous, qu'on peut observer, et par rapport à ces risques, qu'est-ce qu'on peut apporter en tant que foncière parapublique? D'abord, on voit bien qu'il y a un peu de spéculation autour de ces quartiers de gare et l'activité risque d'être chassée du fait des besoins en logement. Et donc, l'objectif pour une foncière comme la nôtre, c'est de maintenir de l'activité à des prix raisonnables. Voilà. Et donc, on doit avoir un rôle de régulation. Ce n'est pas un succès pour l'instant, mais on est assez convaincu qu'autour de ces gares, il faut des outils de maîtrise public du foncier économique qui devient stratégique si on veut avoir une action de régulation. Et ça, aujourd'hui, il y a plusieurs outils publics disponibles mais qui ne travaillent pas forcément ensemble. Et moi, j'appelle à un peu plus d'efficacité dans l'action publique de ce point de vue-là. Deuxième risque qu'on peut voir, c'est un effet d'éviction sur des polarités qui ne vont pas être touchées par ces nouvelles gares, ces nouvelles lignes. Et on voit bien que certaines villes moyennes pourraient subir l'aspiration d'autres villes qui auront la chance d'avoir une gare du Grand Paris Express. Et là aussi, des outils comme Île-de-France Investissement et Territoires peuvent contribuer à ce rééquilibrage ou à cette solidarité pour aider des villes qui pourraient subir l'attractivité de ces villes voisines plus chanceuses. Donc je crois qu'il faut globalement se réjouir de ce réseau, parce que voilà, historiquement, ça s'est quand même vérifié, le rôle des grandes infrastructures, mais il ne faut pas sous-estimer quelques risques. D'accord, merci.
Un thème qui revient souvent dans vos interventions, c'est la nécessité de penser autrement la façon de construire la ville, de produire la ville. Xavier, je me tourne vers vous. Justement, vous abordiez le sujet au dernier colloque annuel de l'IEIF. J'ai envie de vous demander quels sont, selon vous, les changements de paradigme nécessaires pour répondre aux enjeux qu'on est en train de débattre aujourd'hui. J'ai forcément un avis différent d'Olivier. Moi, je vais faire l'éloge de la lenteur. Imaginez que finalement, le Grand Paris Express, au lieu d'avoir été décidé par Nicolas Sarkozy, ait été décidé par Mitterrand. Imaginez qu'on l'ait fait dans les délais. On serait comment aujourd'hui? Imaginez que, et ça c'est pas une imagination, la métropole, quand elle a fait ses appels à projets, donc les concours de 2015, 85% des lauréats, c'était pour faire du tertiaire. On aurait fait ça avant, on avait déjà 50 millions de mètres carrés. Vous regardiez la programmation telle que l'annonçait la Pure, vous la projetez en se disant pas de raison que ça ne se continue pas, on aurait 70 millions de mètres carrés de bureaux. Heureusement qu'il y a eu le Covid. Heureusement qu'on est lent. Vous imaginez, on aurait construit tout ça il y a 15 ans, 20 ans, des immeubles qui n'auraient absolument pas été adaptés aux évolutions environnementales, pour des bureaux qui seraient restés complètement vides, parce que la démographie, elle était déjà là. Vous imaginez 70 millions de mètres carrés de bureaux? À 50, on en a déjà 10 de vides. Donc, il faut quand même être... Je veux dire, pourquoi est-ce que les gens veulent vivre en ville? Qu'est-ce qui a amené, qu'est-ce qui pousse les gens à vouloir vivre en ville, historiquement, et même encore maintenant? C'est l'éducation des enfants, parce que dans les grandes villes, on a une meilleure éducation. C'est l'accès à la santé, c'est l'accès à la culture. C'est ça. Et qu'est-ce que n'aiment pas les gens dans les villes? C'est l'anonymat et le stress. Qu'est-ce qu'on leur a construit depuis 50 ans? Regardez quand même la périphérie de Paris. Enfin, je suis désolé, mais l'anonymat et le stress, ça va. Parfois, vous souhaiteriez même peut-être être plus anonyme. Sur la qualité des écoles, on voit ce que ça donne. L'accès à la santé, c'est pas génial. Et la culture, alors grâce effectivement au Grand Paris Express, les gares elles-mêmes vont être des lieux de culture. Enfin, c'est pas... Je veux dire, là où je pourrais, excuse-moi, mais critiquer... De la même manière, je critique énormément la politique de la ville de Paris sur son... Ah, ça, j'aime bien quand il y a musique comme ça. C'est une série Netflix qui se met en fond. C'est sympa. Que je critique aussi bien sur le pastillage que cette manie du logement social. Mais s'il y avait 3 millions de gens dans Paris il y a 20 ans, il n'y en avait plus que 2 millions. Alors évidemment, tous les gens qui vivent dans le Pays Basque disent là, les Parisiens sont là et nos enfants ne peuvent plus habiter là. Les enfants des Parisiens d'il y a 20 ans, ils n'habitent plus dans Paris non plus. Hein. Donc, bon, je veux dire, moi j'ai vraiment un problème de gouvernance et d'échelle de gouvernance. Je trouve que c'est n'importe quoi. Mais ça, vous n'y pouvez rien, personne n'y peut rien. C'est un peu le problème d'ailleurs. C'est que du coup, c'est pas traité. Donc, je veux dire, faire le SDRIF sans avoir une dimension logement extrêmement forte, on fait des métros qui vont circuler à 110 km/h, sans conducteurs qui peuvent faire grève, qui vont être confortables. On a prévu, d'ailleurs heureusement, parce que ça s'est fait à un moment du basculement, on puisse mettre les vélos dedans. Donc tout ça est merveilleux. On n'aurait jamais fait ça avant, et là on va le faire. Mais profitons-en. On aurait construit, il y a 20 ans, on aurait un outil absolument pas adapté à l'évolution de la société d'aujourd'hui. Et là, j'ai l'impression que dans la programmation, on en tient finalement assez peu compte. Alors on a l'aspect environnemental, ça il est omniprésent, très bien. Mais l'aspect sociétal, il est complètement absent, enfin excusez-moi, mais en tout cas très largement absent de la réflexion. Et je trouve ça extrêmement perturbant parce que, une fois de plus, qui est-ce qui va venir là? Qui est-ce qui va venir habiter dans ces villes? Regardez ce que vous raconte le maire de Neuilly, Fromentin. Fromentin, il dit, moi j'ai parcouru de Nantes à Strasbourg en vélo. Finalement, où est-ce que les gens étaient le mieux, où est-ce qu'il y avait plus de sérendipité? C'était les petites villes.
Parce qu'on a construit des villes qui ne sont pas habitables, qui ne sont pas désirables. C'est-à-dire que quand on dit on va construire... Alors, il n'y a plus de famille, maintenant, il n'y a plus que des gens qui sont monoparentales ou seuls. On va les loger. Donc on va faire des petits logements pour eux, et surtout pas de grands logements familiaux. Mais vous logez quelque part quand vous êtes étudiant. Mais quand vous êtes adulte, vous habitez quelque part. Vous construisez quelque chose. Vous construisez une vie. Que cette vie soit perturbée par les événements de la vie, c'est une réalité. Mais où est-ce que vous construisez une vie si vous avez que des villes de studios et de pièces, parce que ça correspond à ce qui est achetable par les gens? Il faut quand même un peu se préoccuper de ce que nous sommes en train de fabriquer. Quelle vie est-ce qu'on a envie de faire? Alors, ça sera un peu plus bas de plafond, un peu plus étroit. On va se mettre à plusieurs sur la cuisine parce que ça va nous économiser. Enfin, excusez-moi, mais co-living, c'est une période de la vie. C'est une période de transition. Ce n'est pas une finalité de la vie. Donc, alors, c'est plus facile à gérer. Vous pouvez faire des résidences gérées. Vous récupérez la TVA. Vous avez un gérant qui va vous gérer tout ça. Vous n'aurez pas d'emmerde avec des locataires. D'accord. Mais soyons sérieux quand même. C'est pas ça que vous voulez pour vous. C'est pas ça que vous voulez pour vos enfants. Voilà, c'est plutôt un cri, moi, que je pousse par rapport à... Vous avez pu le remarquer. Non, parce que je trouve parce qu'on va dépenser des milliards et des milliards. Alors qu'on en manque, on sait construire du beau, vous savez construire. Ce que tu as fait là, c'est magnifique. Oui, c'est là, mais on sait construire du beau, on sait construire du durable, et on est en train de construire des trucs qui ne répondent pas aux besoins de demain. C'est quand même assez dommage, quoi. Joachim, justement, on parle de beaucoup de contraintes, beaucoup de défis par rapport à la régénération urbaine. En tant qu'investisseur, vous êtes la bonne personne à qui poser la question. De quoi, justement, auraient besoin les investisseurs immobiliers pour rencontrer ces contraintes et ces défis, selon vous? Mais je pense qu'on a besoin de la même chose, c'est une vision claire. Moi, je relis souvent, j'ai un petit bouquin de chevet qui s'appelle Écotopia, je ne sais pas si certains l'ont lu, c'est écrit en 72, et on imagine un monde bas carbone. Mais avec un monde global, avec les transports, avec la société, l'industrie, le système politique qui va bien, la manière dont les gens se logent et habitent ensemble. En fait, c'est écrit en 72. Ça s'applique aujourd'hui, vous lisez, on a l'impression qu'il y a quelque chose d'assez révolutionnaire qui s'est écrit, et on n'arrive pas à se projeter quand vous allez, j'ai visité les Tours du Haut. Vous allez voir les Tours du Haut, ça a été livré en 2000, je ne sais pas, ça doit être 2021. 21, je crois, oui. Ça veut dire qu'il y a quand même un truc qui globalement ne va pas, mais sur un quartier entier, les Tours du Haut, pas en tant que tel, mais en tout cas sur un quartier entier, où il n'y a pas un arbre. Il y a même en face une tour qui est avec un espèce de grillage sur l'ensemble des balcons, qui ressemble à une cage. Et on a construit ça dans une ville qui se veut un petit peu à la pointe, globalement, sur ces sujets-là. Donc, pour nous, on demande des choses assez simples, c'est une vision assez claire d'où on voudrait habiter en tant qu'investisseur, mais finalement l'intérêt de l'investisseur, c'est l'intérêt du locataire futur, globalement, que ce soit pour les loyers, mais en tout cas, je pense que la finance pour la finance, c'est un petit peu terminé. Donc il faut des bâtiments qui répondent aux normes, ça va de soi, et tout le monde va à peu près dans ce sens-là, et en France, parce que le seul courage un peu politique qu'on a eu, c'est quand même la loi ZAN. Alors on le paye un peu. Mais en tout cas, le seul acte un peu politique, ou la RT 2000, la RE2020 ou la RT 2012. Donc, on a été les premiers, les pionniers sur ce volet-là. Il faut le garder. Par contre, ensuite, il faut avoir un axe clair de ce qu'on veut faire. Quand on regarde le Corbusier, finalement, c'est un peu du co-living. Il y a la Cité radieuse. C'est les mêmes éléments. On l'a visité il y a quelques années avec l'équipe. C'était déjà du co-living. Il y avait une piscine sur le toit, il y avait une crèche. Tu parlais de sérendipité tout à l'heure. On parlait de ville du quart d'heure à un autre moment. Mais on avait déjà tout inventé. Donc pour nous, c'est redéfinir un petit peu ce qu'on veut. Pas des entrées de ville, effectivement. La ville moche, je crois qu'on n'en veut plus. La ville du quart d'heure, on se dit que c'est comme un peu plus sympa si on peut recréer des... Et j'étais frappé d'autres choses. Tu parlais de l'éducation tout à l'heure. Je ne sais pas si vous regardez le classement de l'éducation des écoles à Paris. Il se fait sur un critère qui est la mixité sociale. Donc la première école est celle ayant le moins de mixité sociale. Et c'est un classement officiel. J'ai cru que je délirais. Je me dis non, c'est pas possible. C'est pas officiellement, c'est pas ça le classement des écoles parisiennes. Et on est encore là-dessus.
Donc ça veut dire qu'il faut réimaginer de la mixité. On en parle, mais aujourd'hui ça devient tarte à la crème. Mais dans les plans, en tout cas à 15 ans, 20 ans, 30 ans, on ne peut pas en faire l'économie. Et pour nous, sur les actifs, en tout cas en tant qu'investisseur, il nous faut aussi de la stabilité, puisqu'on ne peut pas se voir avec un actif qu'on va acheter 20 000, 25 000, 30 000 ou 15 000 euros du mètre, se dire finalement, le Fait du Prince a décidé que ce sera du logement social. Et que si malgré tout, vous allez essayer pendant 2-3 ans de vous débattre, en fait, avec une volonté politique assez claire et avec une équation économique qui tourne pour qu'on ait envie, on continue d'investir. Mais je pense que la stabilité et une vision, déjà, si on a ces deux éléments, ça devrait suffire. Merci. Édouard, je me tourne vers vous. Xavier, tout à l'heure, parlait justement de la forte vacance dans les marchés de bureaux et notamment sur plusieurs marchés périphériques avec ça se compte en millions de mètres carrés de surface obsolète. Quelles sont, d'après vous, les conditions nécessaires à la régénération de ces quartiers, de ces villes qui sont peut-être plus aux normes par rapport aux besoins de la ville aujourd'hui? Alors, donc déjà, cette question date pas d'hier. La crise de logement, on en entend parler quand même depuis de nombreuses années. En revanche, ce qui a été, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de conscience politique, pour le coup, qui date de quelques années, qui a eu la bonne idée d'imaginer effectivement une transformation d'espaces de bureaux en logement. Donc ça a été le sujet de beaucoup de projets qu'on a vu naître ou pas d'ailleurs dans la capitale. Toujours est-il que c'est un exercice, nous, en tant qu'architectes, qui nous est absolument passionnant. Dans certains cas, c'est effectivement imaginer des logements dans des bâtiments qui ont été conçus comme donc des bureaux. Alors, des fois, effectivement, les caractéristiques physiques, spatiales et formelles des plateaux en question ne sont pas évidentes à transformer en bureaux. Des fois, c'est d'autres cas de figure. C'est je pense aux bâtiments haussmanniens, des bâtiments originellement dessinés pour être du logement qui, il y a quelques décennies, ont été transformés en bureaux et aujourd'hui sont retransformés en logement. Donc il y a plusieurs cas de figure. En tout cas, ce qui est important, c'est de bien analyser les caractéristiques du coup de ces bâtiments en question et essayer d'imaginer. Encore une fois, je parlais de stratégie d'intervention tout à l'heure. Là, c'est plutôt une stratégie de mise. De transformation d'un plateau type, donc avec un pas d'étage, avec toutes les questions de fluide et structures aussi qui sont rattachées aux questions d'aménagement de ces plateaux en question. Je vais prendre rapidement l'exemple d'un projet qui nous a un peu lancé il y a 3 ans. C'est le réaménagement des magasins Tati à Barbès. Donc dans le 18e arrondissement, dans le cadre d'un Réinventer Paris. Et le grand thème de cette consultation, comme je le disais, c'était de transformer du bureau en logement. En l'occurrence, on s'est rendu compte en analysant le bâtiment, le tissu existant, que même si ces immeubles donc, à Tati avaient auparavant accueilli des logements, ils avaient été un petit peu rebricolés un peu dans tous les sens pour accueillir des plateaux de bureaux. Et donc l'exercice qui a été le nôtre pendant quasiment 1 an, le concours, c'était d'essayer de retrouver dans ce brick and broc, je dirais, de tissu existant, avec des pas d'étage très contraints, avec des sauts de niveau d'un bâtiment à l'autre, une sorte de rationalité qui permettait effectivement de dessiner du logement dans ces bâtiments. Et après une longue année, je dirais, d'études où on a essayé de préserver un maximum tout ce qui était préservable, c'est un petit peu la donnée d'entrée, on a finalement réussi à loger, alors non pas que du logement, d'ailleurs ça va me permettre de passer à un autre sujet qui est très important, c'est la mixité programmatique dans les projets. C'est que plutôt que d'imaginer simplement un programme de logement dans des bâtiments existants, c'est d'imaginer un millefeuille de programmes. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui va à l'encontre de ce que proposait effectivement le plan voisin de Le Corbusier il y a quelques années, mais qui est, je pense, extrêmement important à prendre en compte dans les projets et qui est au goût du jour, pour le coup. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu vraiment directement à la question, mais comment faire du logement dans des bureaux de bureau, c'est pas que du logement, c'est plein de choses possibles, mais ça demande effectivement de bien comprendre le squelette du bâtiment et de le transformer intelligemment dans un programme défini. Voilà.
Très bien répondu, merci. Je me tourne vers Cédric, justement. Tout à l'heure, Xavier citait l'exemple de la défense. Vous êtes le président de l'association des utilisateurs. Enfin, par intérim, oui, l'administrateur. Pardon, excusez-moi. Pas d'ennui avec Katayoun, oui. À toutes mes excuses. Vous êtes administrateur de l'association des utilisateurs de la défense. Toutes mes excuses. L'Aude, hein? Et donc, il y a un travail qui a été fait par le cabinet Deloitte pour penser la transformation de la défense. J'ai envie de vous demander, est-ce que justement ce programme de transformation mis de l'avant par le cabinet Deloitte pour l'Aude, est-ce qu'il permet de redessiner, hein, les conditions de succès puis les modalités de conduite publique-privée d'un grand projet de régénération sur un territoire comme ça? C'est la régénération absolue. Enfin, c'est le cas type. D'abord par sa taille, évidemment, puisque ça sera bientôt, avec les livraisons des années à venir, qui vont d'ailleurs encore faire augmenter le taux de vacances, 4 millions de mètres carrés de bureaux. C'est un bâti qui est assez récent. Donc, de toute façon, il faut travailler dans ce bâti. On ne va pas s'amuser à démolir des structures béton qui ont 20 ans, 30 ans. Enfin, ça n'aurait pas de sens, ni au plan économique, ni au plan, évidemment, du carbone. Et aujourd'hui, c'est l'impasse du modèle monofonctionnel. On parlait tout à l'heure de la charte d'Athènes. C'est l'impasse du modèle monofonctionnel parce que c'est une suroffre d'un produit dont on a moins besoin, parce qu'on a besoin de moins de mètres carrés par personne. Et la défense ne doit aujourd'hui sa compétitivité qu'au fait de casser les loyers, ce qui ne peut pas se faire à long terme, parce que sinon, d'abord, on tue les marchés autour et ensuite, on peut peu financer les investissements, ce qui est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il faut aller vers cette mixité. C'est pas faire de la mixité pour la mixité, c'est pas se dire qu'à l'échelle de 4 millions de mètres carrés, on va faire la cité radieuse et ça va être radieux. C'est pas ça. C'est de dire d'une part qu'il faut en quelque sorte nettoyer le marché d'une offre qui tire les loyers vers le bas et qui répond à aucune demande, puisqu'il y a 35% d'immeubles obsolètes aujourd'hui à la Défense, qui n'ont pas été refaits depuis 25 ans. Et comme il n'y a plus d'investissement, mécaniquement, si on ne change pas le modèle, ce pourcentage va augmenter et donc la vacance avec. Donc d'une part, il faut procéder à cette réorientation pour des raisons économiques et puis surtout parce qu'il faut que la Défense trouve enfin une attractivité. La ville moyenne où les gens sont plus heureux, où il y a plus de sérendipité, ou la ville du quart d'heure, comme dit Carlos Moreno, il faut arriver à la créer à plein d'endroits en Île-de-France pour éviter ces grandes migrations pendulaires que les gens ne supportent plus. C'est pour ça qu'ils se réfugient dans le télétravail, un peu trop parfois. Il faut arriver à créer un modèle où demain, il y aura de la vie tout le temps à la Défense. Et le tout avec des bâtiments qui ont des fortes contraintes techniques qu'on ne peut pas transformer comme ça. Pour la plus grande partie, ils ne sont pas transformables en logement parce que ce sont des immeubles de grande hauteur. Mais par contre, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire et nous, on pousse l'idée d'un campus de l'innovation et de la connaissance, c'est-à-dire que d'une part, il y ait de la recherche, de l'enseignement supérieur. Il y a déjà aujourd'hui 50 000 étudiants à la Défense. Il y a déjà aujourd'hui énormément d'écoles et de centres de recherche qui sont venus un peu par génération spontanée, parce que les loyers ont baissé et parce que la desserte est remarquable. Donc, ils sont venus, mais ce n'est pas organisé. Et donc, ce qui manque à la Défense, c'est la vie. On sait bien, il y a des logements, mais on ne les voit pas trop, même si les gens sont assez heureux, il n'y a pas tellement de turnover, mais pas tellement de rotation. Les commerces ne fonctionnent pas bien, les restaurants sont ouverts 5 déjeuners par semaine, et puis c'est tout. Bon. Donc, aujourd'hui, ça n'est pas un quartier avec une vie. Si demain, il y avait des étudiants, ça serait différent. Et je le dis d'autant plus avec un sens d'intérêt général, si j'ose dire, que c'est le quartier en Europe le mieux relié. 2,2 millions de franciliens sont en transport en commun à moins de 30 minutes de la Défense. Dans 10 ans, 4 millions de franciliens seront en moins de 30 minutes de la Défense en transport en commun. Donc ça n'a jamais été aussi bien relié et ça n'a jamais été aussi vide. Alors qu'il y a 20 ans, quand il y avait les plans de renouveau, on disait le transport est abominable, la ligne A, etc. et c'était plein. Donc maintenant que cet investissement a été fait, il faut rentabiliser avec une intensité d'usage plus grande le bâti qui sont ces centaines de milliers de mètres carrés qu'il faut reconvertir. Et c'est là où, encore une fois, on doit faire appel à ces savoir-faire de l'industrie immobilière, mais ça ne peut se faire que dans un plan qui fait agir ensemble les acteurs publics, les acteurs privés. Il y a un aménageur qui a une grande compétence, mais qui aujourd'hui n'a pas pour rôle de faire cette transformation. Il faudrait qu'il l'ait. Il y a des collectivités qui doivent participer, mais elles ont un petit problème, c'est que en fait, la Défense est une sorte de grosse assiette fiscale qu'elles se répartissent, et ça dégage plus assez d'argent pour le faire, donc il va falloir en reprendre, ça c'est tout le problème. Il y a l'État qui s'est un peu désengagé en disant tiens, il y a le département, je vais lui donner les clés, maintenant c'est lui qui va payer. Donc c'est typiquement, comme le disait Xavier tout à l'heure, une espèce de salade de compétences qui fait que ça fonctionne pas bien,
Mais il faut agir maintenant, sinon on va vers effectivement un niveau de vacances qui est anormal et qui serait totalement incohérent avec l'investissement réalisé. Donc c'est là où vraiment ça peut être un laboratoire de cette nouvelle espèce de comment dirais-je, de centre vivant urbain qui mixe, qui est heureux à vivre et qui mixe toutes les compétences et tous les programmes, et sortir totalement de la vision qui avait fondé à l'origine la création de la Défense, c'est-à-dire c'est un quartier monofonctionnel pour le tertiaire parce qu'on a besoin de tertiaire, etc. C'est là où on est totalement différent. Les fois précédentes où la Défense a dû se sauver, elle s'est sauvée en rajoutant des mètres carrés. Et puis elle vendait les charges foncières et ça finançait les investissements. Elle a fait une fois, 2 fois, sous Raymond Barre, sous Nicolas Sarkozy. Bon. Aujourd'hui, on ne peut pas se sauver en rajoutant des mètres carrés, il y en a trop. Enfin, en tout cas, de bureaux. Et ce qu'on rajoute ne paye pas de charges foncières. Donc, il faut, trouver d'autres financements publics. C'est là où je vous dis, il y a un peu de débat entre les différentes personnes publiques sur qui touche l'argent. Ça, c'est pas notre problème, mais il va falloir qu'ils le résolvent. Et d'autre part, il faut qu'on mette nos compétences d'industrie immobilière, investisseurs, architectes, urbanistes, paysagistes. C'est quand même extraordinaire que la Défense, et aujourd'hui on veut tout piétoniser, la Défense c'est un espace piéton où 95% des gens viennent en transport en commun. C'est quand même bien à l'ère écologique. Bon. Donc il faut l'intensifier et que les gens viennent parce qu'ils aient envie d'y venir, pas seulement parce qu'ils sont obligés d'y venir. Voilà. D'accord, parfait, merci. Nos panélistes ont été assez généreux de leurs propos. Il nous reste quelques minutes pour 1 ou 2 questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour nos panélistes? Il y a un micro juste ici. Je ne vois pas de main levée. Il ne faut pas avoir peur. Ils sont gentils, ils ne mordent pas. Bon, merci pour ces échanges qui sont tout à fait passionnants. Je voudrais d'abord rebondir sur la question de la gouvernance. Je crois que toute la problématique de la régénération urbaine, telle que vous l'avez décrite sur le plan économique, sur le plan financier, Xavier sur le plan sociétal, suppose une gouvernance adaptée. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas, elle est incohérente. Et c'est parce qu'elle est incohérente, notamment dans les grandes agglomérations et surtout en Île-de-France, qu'il y a un attrait pour les villes moyennes. Parce que là, la gouvernance est par définition plus homogène. Et la régénération urbaine, là où elle est la plus nécessaire, aujourd'hui, passe par une réflexion et une action courageuse en matière de réorganisation des structures de gouvernance. On en parle depuis très longtemps. On ne fait rien pour des raisons que nous savons, que nous connaissons. Mais j'ai un petit peu peur que tout ceci reste lettre morte. Si le problème n'est pas pris, non seulement au niveau politique, mais au niveau des acteurs de la vie économique eux-mêmes. Voilà. C'est un beau sujet pour la prochaine REF au mois d'août, parce qu'il faut que les entreprises et les chefs d'entreprise, qui sont des acteurs de premier plan dans cette problématique, se mobilisent. Ma deuxième remarque concerne le volet investissement. On a parlé effectivement des problèmes de rentabilité, des problèmes que pose notamment l'épargne disponible face aux besoins absolument considérables qui sont la conséquence de la réorganisation de la régénération urbaine, mais aussi de la décarbonation et des objectifs environnementaux que nous avons. Tout ça coûte très cher. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les investisseurs, au sens un peu institutionnel du terme, ne sont que dans le secteur du bureau, des hôtels, des commerces, mais pas dans le logement. Les investisseurs dans le logement, du fait notamment de l'emprise du logement social dans notre politique, ne sont finalement, et pour l'essentiel, que des particuliers. Soit des particuliers qui achètent pour louer, soit des particuliers qui ont un patrimoine locatif, soit des particuliers qui achètent pour leur propre usage. Et là où les besoins en logement sont considérables, à la différence des institutionnels qui vont devoir gérer la déshérence et les pertes d'une partie du parc devenu obsolète. Bon, ça c'est leur problématique. Elle est assez dramatique, mais
elle est économiquement pas nouvelle. On a connu ça dans le secteur de l'industrie notamment. Mais par contre, dans le secteur du logement, les investisseurs ne sont que des individus et ils sont confrontés globalement, macroéconomiquement, à des besoins énormes. Et là, je ne sais pas comment on peut prendre le problème, sinon par des efforts de productivité considérables. Moi, ce qui me frappe dans tous ces débats, que ce soit au MIPIM, ici ou ailleurs, c'est que, à la différence de l'industrie, dans le secteur de l'immobilier, on ne parle jamais de productivité. Je me permets de répondre. Productivité, effectivement. Bon, nous, on a un modèle très particulier de la production du logement. Il est très singulier en France. Vous rencontrez ça nulle part ailleurs. Vous allez en Angleterre, vous parlez du VFA. Les types, ils vous regardent en disant « too good to be true ». C'est très particulier. C'est tout simplement, ça a été créé en 1967, à une époque où, très curieusement, les 800 000 enfants nés en 1945 avaient 22 ans. Et ceux qui étaient nés en 1946 en avaient 21, etc. Donc il fallait produire énormément de logements. On n'avait pas de fonds de retraite par capitalisation puisqu'on était passé à la répartition. Et donc on a mis en place un système de production du logement par un métier très particulier qui s'appelle promoteur, avec la VFA et la GFA qui va avec. Ça n'existe pratiquement nulle part ailleurs. Dans les autres pays, vous avez des constructeurs qui produisent pour le compte d'investisseurs qui parfois sont les mêmes, d'ailleurs très souvent sont les mêmes, c'est des foncières de logement et qui sont extrêmement rentables. D'ailleurs, si vous regardez la performance économique des foncières, vaut mieux être foncière que promoteur, hein, si vous regardez les cours de bourse aux États-Unis de tous ces gens-là. Et dans la catégorie les plus rentables sur 10 ans glissants, c'est systématiquement le logement. En France, c'est systématiquement l'inverse. Bon, donc on peut se poser une petite question, pourquoi ? Donc c'est vrai qu'on a l'usus, le fructus, l'abusus, et effectivement les emmerdurus. C'est-à-dire l'encadrement des loyers, le fait qu'on ne peut pas mettre les gens dehors, etc. Finalement, ça se retourne contre les gens eux-mêmes, et ce qui s'est traduit en fait par une disparition des investisseurs institutionnels du logement il y a maintenant 20 ans, 30 ans, et au profit finalement de particuliers, c'est-à-dire que des particuliers qui avant pouvaient acheter leur logement sont devenus locataires d'autres particuliers CSP+, qui sont subventionnés par la loi fiscale du moment. Impact social zéro, impact économique pas terrible. Ça coûte une blinde à l'État pour une efficacité qui n'est pas géniale. On est à 57% de propriétaires en France, on en a 65% en Angleterre, 65% aux États-Unis, 70% en Italie, 83% en Espagne. Alors on dit les Français, ils ont la pierre dans le ventre. Ben, je peux vous dire que les autres, ils ne l'ont pas dans le ventre, ils habitent dedans. Donc c'est un échec total maintenant depuis 20 ans où on stagne. Donc, mais c'est notre réalité, donc on ne va pas sortir de ça facilement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les investisseurs instituent ? Alors, par contre, si vous regardez, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, l'immobilier est toujours très mal analysé par les investisseurs. Les investisseurs ils ont une seule formule, hein, ça, c'est la loi de Gordon, vous allez actualiser les flux futurs de loyers que vous supposez indexer sur l'inflation à l'infini. Ça vous donne le prix de l'immeuble. C'est comme ça qu'on fait tous. Hein. Moi, j'en ai fait pendant 30 ans. C'est très bien, c'est commode. On va actualiser à l'infini. L'infini n'existe pas. L'infini et sans se préoccuper finalement de l'évolution de la valeur de ce bien. Et ça se traduit effectivement par, quand les taux remontent et quand on constate qu'on a investi dans des objets qui n'étaient pas bien, fait que la valeur s'effondre. Maintenant, si vous regardez la performance du logement, si vous êtes rationnel et vous la regardez sur année par année depuis 40 ans, 50 ans, vous apercevez que systématiquement, le revenu locatif du bureau est supérieur de 100 à 150 points de base, avec beaucoup moins d'emmerdes, ça c'est clair. Mais si vous regardez la performance, non pas du revenu locatif, qu'on appelle rendement, je ne sais pas pourquoi vous utilisez ce mot-là dans l'immobilier. Il n'y a que chez vous qu'on l'utilise. Dans finance, rendement, c'est l'évolution du prix et du loyer. C'est ce que ça rapporte globalement. Donc, quand vous regardez l'évolution des prix, vous apercevez que le logement étant un actif rare, il progresse systématiquement plus que le bureau.
systématiquement. Prenez tous les indices que vous voulez. Et vous apercevez que la performance économique du logement est strictement identique à celle du bureau. La seule différence, c'est que c'est plus chiant à gérer. Donc c'est pour ça que moi, je développe une autre manière d'investir, mais peu importe, je ne vais pas en parler là. Ce que je veux simplement dire, c'est que les gens se trompent et ils vont continuer d'investir dans un actif qui est susceptible de ne plus être demandé parce que les endroits de bureaux, la forme des bureaux, la manière dont on travaille, ça évolue. Mais s'il y a bien un truc qui ne changera pas, c'est le fait de dormir quelque part. Regardez juste les courbes démographiques, une fois de plus, et la structure sociologique des Français. Mais simplement, ce n'est pas dans le modèle. Le modèle nous dit « j'achète de l'immobilier pour le revenu ». Et je suis stupéfait de voir mes camarades qui gèrent des SCPI, qui vendent des SCPI en démembrement, la partie loyer étant achetée par un institutionnel qui ne prend pas le risque de prix, et la partie prix étant conservée par le particulier qui vient juste de perdre 40%. Mais on lui a vendu comme des petits pains. Je veux dire, et on continue. Et on repart là-dessus sur le même truc. Ben, je dis non. Regardez en tant qu'investisseur, il n'y a pas d'actif sans passif. Je veux dire, quand on fait tout ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en termes d'actifs, mais s'il n'y a pas de passif, s'il n'y a pas de gens qui investissent, ça ne fonctionnera pas. La rationalité, c'est de regarder ce qui rapporte réellement dans le temps. Et donc cette formule que l'on utilise tous, cette équation de Gordon qui est quand même hyper simple, un enfant de seconde est capable de le faire, il faut aller au-delà de ça. Ce n'est pas un bon indicateur, c'est un indicateur parmi d'autres. Sans quoi, on n'aurait pas 5 millions de mètres carrés vides. On n'aurait jamais investi dessus. Par contre, chercher 5 millions... Moi, j'aime bien parce que quand on parle de crise de l'immobilier, quand vous êtes dans le tertiaire, c'est parce qu'en fait, il y en a trop, et donc les prix baissent. C'est parce qu'il y a une chute des prix, et une chute des loyers. Et quand on parle d'une crise de logement, c'est parce qu'il n'y en a pas assez. Et on dit toujours le même mot, crise. Enfin, franchement, hémisphère droite et hémisphère gauche, de temps en temps, il faut se parler. Hein. On n'est pas une pieuvre avec 9 cerveaux indépendants qui ne se parlent pas les uns avec les autres. Ayons un peu d'intelligence sur notre stratégie d'investissement. Je pense que c'est un très bon mot de la fin. On aurait pu continuer encore longtemps. Moi, j'aurais pu tirer sur pas mal de fils pour essayer de dénouer tout ça. Mais c'est tout le temps qu'on a. D'abord, merci à Axe Immobilier d'avoir organisé cet échange. Merci à nos panélistes pour la qualité du débat. Merci aussi à tous et toutes d'avoir été avec nous. À bientôt, Simi.